Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, petit podcast invité. Et oui, les petits amis, je suis ravie. J'ai rencontré quelqu'une dans un festival de livres, le fameux livre de Brive, voilà, qui est connu pour ses poulets farcis et pour ses fiestas, qui est connu pour la vente de bouquins, où moi je vendais mon bouquin sur la vie politique vue de l'intérieur par une femme, et à un moment est passée devant moi. Et la jeune femme qui se trouve devant moi et qui va se présenter, on a beaucoup de points communs, on a beaucoup de points d'intérêt communs. Salut Luna. Salut, merci beaucoup Madame Meuf de me recevoir. Moi je suis effectivement Luna Mouret et je viens d'Ardèche et j'y suis retournée. Donc j'habite actuellement dans les territoires ruraux et je suis très engagée au niveau du féminisme, mais aussi au niveau de l'accompagnement des femmes ou des personnes qui ont été victimes de violences. Et donc je suis juriste pour cet accompagnement. Et donc, en fait, j'avais très envie, par rapport à une conversation assez courte qu'on a eue dans ce salon, où on s'est vite rendu compte que des gens dont je parlais de loin ou de près dans le bouquin, tu pouvais les avoir fréquentés de loin ou de près dans d'autres carrières, etc. On s'est rendu compte assez vite qu'on était toutes les deux féministes, mais qu'on n'avait pas forcément la même origine de féminisme, et en tout cas qu'on ne le pratiquait pas au même endroit. Moi, je fais du féminisme de bourgeoise blanche de plus de 40 ans dans une grande ville, et donc avec les sujets qui vont avec. Et toi, justement, tu travailles en milieu rural. Et je m'étais dit, mais j'ai tellement envie de parler du féminisme en milieu rural. On est tellement déconnectés parfois sur les sujets. Donc, on va parler de ça après ce petit générique. C'est parti. Moi, je suis podcasteuse, je suis, comme je disais tout à l'heure, bourgeoise blanche, et donc, de temps en temps, moi-même, étant de cette origine-là de féminisme, il peut m'arriver dans des réunions d'entre-soi de podcasteuses qui ont l'impression d'avoir découvert la politique parce qu'elles ont lu Virginie Despentes il y a 10 ans, et alors elles ont trouvé ça super, super. J'ai mépris, mais je m'inclus avec. Et j'ai l'impression qu'on est complètement à la rue parfois. Voilà, qu'il y a une espèce de pensée bourgeoise qui était un peu celle du féminisme très universaliste, celui que j'appelle le féminisme des Catherine, tu vois. Et donc, de toutes les années 70, où on avait l'impression qu'il y avait des grands, vrais, beaux droits à défendre, le vote, les finances, etc. Puis alors maintenant, nous, les néo-féministes, là, ce serait beaucoup moins légitime parce que c'est bon, on a l'égalité. Alors nous, on fait quoi des petits sujets qui se mélangent, on comprend rien. Est-ce que toi déjà, t'as dans ton investissement local, est-ce que ces espèces de dichotomies féminisme universaliste, féministe intersectionnel, c'est un sujet de débat ou alors pas du tout, c'est vraiment un truc d'entre-soi de parigote? Je pense que ça commence à arriver, mais c'est pas du tout le cœur du débat et on en est quand même un peu loin. Pour être tout à fait franche, alors il y a différents niveaux. Moi, j'ai connu différents. J'ai grandi dans la grande ruralité. Donc j'ai grandi dans un village de 2500 habitants qui s'appelle Roiffieux, en Nord-Ardèche, pas loin de la petite ville d'Annonay. Mais après, j'ai évolué dans des petites villes, des métropoles, donc Lyon, Rennes. Et à chaque fois, voilà, je pense que mon féminisme, il a aussi évolué en fonction des lieux dans lesquels j'étais. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte, en tout cas en milieu rural, que c'était assez déconnecté d'arriver en parlant de féminisme, de lutte intersectionnelle. En fait, quand j'évoquais ces mots, par exemple, l'année dernière, pendant la campagne législative qui a été précipitée, on s'est retrouvés à discuter avec une très grande variété de populations, mais rurales. Mmh. Et c'est vrai que le féminisme n'était pas un sujet qu'il fallait vraiment mettre sur le devant ou qui était vraiment attendu. En revanche, le sujet du féminisme était plutôt pris par l'angle d'attaque qui était les violences faites aux femmes. D'accord. On lutte contre les violences faites aux femmes. Mais on ne parle pas forcément de féminisme, d'intersectionnalité. Ce vocabulaire-là, il n'est pas présent dans la presse locale ou alors dans des très, très petits cercles qui émergent. Mais voilà, par exemple, on a jusqu'à récemment, je crois qu'après la pandémie, on a commencé à avoir des gay pride dans les milieux ruraux. Mais pour l'instant, par exemple, à Annonay ou dans mon petit village, il n'y a jamais eu de telles manifestations. Oui, et alors est-ce que c'est parce que, justement,
c'est encore compliqué de s'y balader librement sans être affublé de stéréotypes sexistes, sans être là je parle ou homophobe pour la Gay Pride. Est-ce que c'est parce que tout le monde se connaît et qu'on n'a pas envie de se faire emmerder, ou est-ce que c'est parce que au niveau du sexisme, est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il y a un temps pour toi, un temps de retard, entre guillemets, ou... Justement, j'en ai discuté avec beaucoup de femmes qui, en fait, on est tombé plutôt d'accord. Il y a une espèce de temporalité. Et les choses, elles arrivent un peu plus tard, souvent, dans ce type de prise de conscience. Et on est arrivé à une durée moyenne d'environ 10 ans. Donc, il faut à peu près 10 ans pour qu'un sujet qui a déjà émergé en ville, qui est au top des news, il faut environ en moyenne 10 ans pour que le sujet soit vraiment décomplexé et qu'on puisse en parler normalement dans les milieux ruraux. Ah ouais. Ah, ça me choque de ouf. Je pensais que ma question était complètement scandaleuse. Mais donc, il y a vraiment ce retard-là. Et comment vous avez quantifié ça en mode de parole c'est quoi? C'est en comparaison des comportements? Des comportements, des jugements, même s'il y a une espèce un peu d'accélération avec les réseaux sociaux. Mais n'empêche que les réseaux sociaux ne changent pas tout. Ouais, parce qu'en fait, tu sors de ta porte et quand même dans ton Voilà, domaine. Il y a la réalité. Il y a les réseaux sociaux qui font des prises de conscience, mais qui vont rester dans la tête de la personne ou des individus. Alors que dans la réalité, eh bien, ils vont se retrouver quand même dans ce milieu-là, et dans le milieu rural, ils vont quand même avoir toujours les mêmes codes, où ça va être très difficile de les faire changer parce qu'ils seront tout seuls. Enfin, voilà, c'est quand même assez... Non, effectivement, oui, il y a quand même vraiment un décalage. Et en tout cas, avec les femmes avec qui j'en ai discuté, c'était au niveau surtout des mentalités, des sujets comme ça, d'ouverture, de progressisme, voilà. Donc ça, c'est sur l'ouverture d'esprit et le jugement, et sur les modes de vie. Parce que, par exemple, dans le milieu rural, il y a quand même aussi la place du monde agricole, qui est particulier, qui est très particulier, j'imagine. Surtout en Ardèche. Et très particulier aussi pour les femmes dans ces métiers-là. Alors même qu'il y en a plein, mais j'imagine que les sujets sont... Est-ce que dans ce cas-là, la femme doit devenir un homme comme un autre dans ce genre de milieu-là, un peu comme on disait en politique il y a quelques années? Est-ce que il faut faire fi de questions qui seraient dites féminines ou pas dans ce genre de milieu? Il y a un vrai sujet sur l'agriculture, justement, et en Ardèche en particulier. Donc, j'ai été un peu au cœur de toutes ces questions l'été dernier pendant les législatives. Et en fait, ça a été un sujet qu'on a abordé justement avec les agriculteurs et les agricultrices qui étaient là. Et en fait, oui, elles expliquaient, les agricultrices, que c'était très dur et qu'elles avaient vraiment dû adopter un mode de vie très difficile, et qu'elles avaient dû adopter des codes qui n'étaient pas forcément les leurs de base. Elles ont dû s'adapter et développer une force physique importante pour résister, parce que c'est dur, voilà, ça demande de l'endurcissement finalement. C'est ce qu'elles expliquaient. Et elles expliquaient aussi que c'était difficile de conjuguer ça avec aussi des attentes comme par exemple la maternité, voilà, et qu'elles avaient parfois des injonctions paradoxales finalement. Et il y a eu beaucoup de revendications au niveau de l'Ardèche. Les agricultrices, les paysannes, elles se sont beaucoup manifestées. Et là, ça s'est produit il y a 2-3 semaines. En fait, à la Chambre d'agriculture, pour la première fois, c'est la Confédération paysanne qui a pris le pouvoir, qui a remporté les élections. Et c'est une liste qui est paritaire. D'accord. 50% de femmes, 50% d'hommes. Ouais, et à des postes... oui, là, de toute façon, dans l'agriculture, tu as tous les postes. Là, dans la Chambre, voilà, c'est mixte, quoi. Alors après, le président reste un homme. Et quand même, on va pas avancer trop vite non plus. Ouais. Non, mais je plaisante parce que je le connais bien et je l'apprécie beaucoup, donc voilà. Mais donc, il y a eu quand même cette avancée qui est assez impressionnante pour le territoire, et ça a été assez vite contesté, le résultat de ces élections, par la FNSEA et d'autres syndicats de l'agriculture. Ouais. Parce que c'est un bouleversement assez important. Il va falloir faire pareil partout. Voilà. La jurisprudence ardéchoise. Exactement. Donc maintenant, voilà, l'été dernier, je pense que j'aurais pas eu tout à fait le même discours, mais je pense que là, les lignes sont vraiment en train de bouger. Il y avait même des tags un peu partout sur l'Ardèche
ardéchoise l'année dernière, il y avait pas de lait sans paysanne, il y avait quand même il y a eu une espèce de revendication assez forte qui au final a des résultats aujourd'hui. Et qui est venue uniquement de la part des femmes ? Principalement de la part des femmes, je dirais majoritairement. Je ne connais pas, à titre personnel, d'hommes qui revendiquent pour les droits des femmes en Ardèche. Ouais. Non. Il y a des positions d'ouverture et des positions qui vont d'acceptation. Être d'acceptation. Oui. Elles aident bien quand même. Voilà. Mais il n'y a pas de proactivité. Et bon, typiquement, il y a des mairies, très vite, si elles voient des tags ou pas des collages féministes, très vite, c'est la panique et il n'y en a plus le lendemain. Ouais, ça dégage. Bon, en tout cas, oui, elles ont, les professionnels de ce milieu-là, agricole, elles ont dû aussi faire, comme dans beaucoup de milieux pour les femmes, dû faire preuve de plus de compétences, de plus de disponibilité, de plus, j'imagine, de force physique, et de prouver en permanence. Bon, après, effectivement, pour une fois qu'on leur ouvre une porte institutionnelle, c'est effectivement un super bon marqueur. Là, c'est vraiment... apparemment, ça va être un cas d'école au niveau de la France. Donc, on pourra regarder ça de près. Effectivement, en Ardèche, là, on est très fiers. Bravo les Ardéchois, merci. C'est bon boulot. et globalement, au niveau du mode de vie, est-ce que... et je te dis, c'est vraiment j'ai tellement honte de mes questions, c'est horrible. Non, mais il faut pas. Voilà, on y va. Je suis d'origine du Cantal, mais je suis pas allée depuis 25 ans et je vais essentiellement pour bouffer. Voilà, on t'invitera en Ardèche. Voilà. Non, au niveau du mode de vie, est-ce que tu as des données là-dessus sur est-ce que on se met plus en couple, est-ce que les couples se font plus jeunes, est-ce que les femmes sont mères plus jeunes, toujours comme dans l'idée qu'on a un peu en légende urbaine, en légende rurale. Oh là là, tu l'as. Scandale. Non, voilà, est-ce que ça c'est... Il y a aussi, pareil, comme tu disais, il y a 10 ans de retard sur le progressisme sociétal. Est-ce que c'est pareil sur les modes de vie, les modes de garde, les temps partiels, etc. Est-ce que c'est quelque chose d'un peu différent aussi ? Oui, alors... Bon, je n'ai pas forcément de statistiques sur les modes de vie, à quel moment les jeunes ont des enfants et achètent une maison. Ce que je constate dans mon entourage des personnes qui étaient en Ardèche, qui sont restées en Ardèche, alors que moi, j'en suis partie, par exemple, pendant environ 10 ans, les personnes qui sont restées, elles ont toutes une maison, voire... Elle commence à avoir des enfants. Bon, moi, j'approche de la trentaine. Donc, et on constate effectivement que toutes les personnes qui sont restées plutôt en territoire rural, elles adoptent le mode de vie, entre guillemets, conventionnel, traditionnel, du patriarcat habituel, normé, hétéronormé, voilà. Le schéma assez classique. Et donc, le féminisme est un non-sujet, à part sur les violences. Alors, je pense que quand même pas. Hein. Je pense que c'est pas non plus un non-sujet parce que là, il y a eu pas mal de manifestations pour le 8 mars. Il n'y en avait pas il y a 10 ans quand j'ai commencé à partir d'Ardèche. D'accord. Et là, cette année, il y avait au moins 3 ou 4 événements qui étaient organisés. Il y avait un concert, il y avait un petit défilé, il y avait des choses quand même assez fortes. Bon, peut-être qui réunissaient pas forcément beaucoup de monde, mais ça a eu le mérite d'exister. Oui. Donc, je dirais que c'est émergent. Et la particularité, c'est que peut-être les féministes vont pas se revendiquer féministes. Mais les femmes qui vont avoir des idées féministes, elles vont être plus dans une posture d'incarnation des idées pour être l'égale de l'homme, ou voilà, d'avoir les mêmes droits, etc. Mais parce que tout le monde se connaît, parce qu'il y a ce jugement qui peut être vraiment lourd, qui peut peser, elles vont pas mettre cette étiquette. Oui, je comprends. Parce que ça reste une étiquette d'un détail ou d'un truc citadin, t'as que ça comme problème. Ah oui, enfin, la chieuse. Non, mais typiquement, moi, ça m'est arrivé l'année dernière. Quand il fallait que je parle, quand je voulais parler des droits des femmes, d'écologie, c'était non, surtout pas. Enfin, c'est pas vendeur, donc. Tu te tais, quoi. Pendant la campagne, par exemple. Pendant la campagne des législatives. D'accord. Mais par contre, sur les accès aussi, il y a ça aussi, évidemment, que progresser dans les idées, c'est aussi avoir accès à ces idées. Tu parlais des réseaux sociaux. Est-ce que, localement, il y a quand même
je ne sais pas, les assos, le planning familial. Est-ce qu'il y a quand même un tissu associatif local? Il y a quand même des personnes vers qui se tourner dans les faits ou pas? Oui, alors en Ardèche, il y en a. Il y a en Nord-Ardèche, en tout cas, il y a un CIDFF, donc Centre d'information pour les droits des femmes et des familles. Et il y a un planning familial, effectivement. Il y a aussi un projet de maison des femmes à Annonay. Donc ça, vraiment, très beau projet. Il y a vraiment, il avance. Donc, il commence à y avoir quand même des références vers qui les femmes, elles peuvent se tourner. Ça commence à se mettre en place. Je dirais pas que le tissu associatif est vraiment complètement soudé et bon, je vais être un peu dure avec les féministes d'une certaine génération, mais entre 60 et 70 ans, moi j'ai pu être dans des associations féministes, donc entre guillemets, parce que en fait, elles reproduisaient exactement les normes du patriarcat. Et donc, dans quoi, dans les hiérarchies, dans la hiérarchie, dans la violence aussi, dans le fait d'imposer, le fait de dans le gaslighting, ce genre de truc. Exactement, vraiment dans le voilà. T'as pas compris. Ouais, petite. Voilà, c'est ça. Ouais. Le matronizing, en fait. Ah, mais ça, c'est hyper commun à plein de combats féministes quand même. Il y a un côté, en fait, si la grande, si la vieille méprise la jeune méprise la vieille, en fait, on reparle. On refait. C'est la dameuse, en fait, on recommence à zéro, quoi. Mais donc voilà, moi j'avais un peu peur de ça. En Ardèche, je dirais pas que c'est véritablement le cas. Mais je sais que, par exemple, en Haute-Garonne, ça a été le cas. Quand j'ai eu des expériences dans des associations féministes, dites féministes, qui se revendiquent féministes, et j'ai vécu quasiment les mêmes schémas que ce que j'ai pu vivre quand j'étais dans la haute fonction publique, quoi. Ouais. Et après, est-ce qu'il y a un renouvellement des cadres, comme partout, quoi? Bref. Doucement. Le problème, après, il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont aussi. Et ben après, le problème, c'est qu'elles sont, elles sont des campagnes. Là, il y a un phénomène un peu nouveau qui arrive, c'est qu'il y a le retour aussi des jeunes. Il y a le post-Covid. Il y a des choses qui bougent. Il y a quand même, typiquement, quand on regarde le marché locatif en Ardèche, c'est impossible de louer aujourd'hui en Ardèche quasiment. Parce que oui, il y a un retour aussi. Parce qu'il y a quand même des gens qui reviennent, il y a des nouvelles personnes aussi qui arrivent. Ouais. Et c'est très tendu. Je pense qu'il y a quand même aussi des enjeux idéologiques entre ceux qui arrivent, ceux qui étaient là, ceux qui reviennent. Donc c'est un peu des enjeux de maillage compliqués. Politiquement d'ailleurs, c'est comment l'Ardèche? Parce que moi, je vois en Ardèche des gens qui font du canoë-kayak en fumant des pétards. Je crois que j'ai une idée relativement restreinte. Ça a beaucoup changé. On est passé RN l'année dernière. Ah ouais. Ah là là. Et en plus, donc c'est génial parce que ça va faire un peu le lien avec des collectifs plus comme Némésis par exemple. Parce que lui, donc, il est issu plutôt d'un catholicisme extrait, le député qui a été élu en Ardèche, donc Vincent Trébuchet. Allez. Voilà, c'est donc plutôt du catholicisme extrême, avec ses enfants inscrits dans une école non mixte, hors contrat avec l'État. Donc c'est une mentalité très complètement réactionnaire. On a le droit de le dire. Oui. Donc bon. Et après, parallèlement, les gens qui viennent s'installer sont peut-être des gens qui sont allés faire leurs études ou des urbains ou je sais pas quoi, qui redéboulent là pour avoir un meilleur mode de vie, mais qui ont effectivement des idées peut-être plus progressistes ou. Eh bien complètement. Et en fait, ça se voit dans la carte en fait des élections. Donc, si on regarde par exemple les villages dans lesquels il n'y a pas eu forcément de renouvellement de population, je pense à La Louvet. Bon, typiquement, soit là, ça va être 70% de votants Rassemblement National. De peur, ouais. Voilà. Plus dans le sud de l'Ardèche, on va prendre Saint-Péret par exemple. Donc voilà, ça va être des petites villes dans lesquelles on va avoir le nouveau Front populaire. Mais parce qu'il y a eu des nouveaux arrivants, parce qu'il y a des militants écologistes, il y a LFI aussi, il y a une vague un peu plus progressiste de personnes qui se sont installées.
Il y a aussi l'héritage du protestant, je pense, dans tout ce qui est de la résistance. Apparemment, il y en a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça avait une influence. Bon, moi là-dessus, je m'avancerai pas. Et c'est l'héritage. Voilà. Ah, Madame Mouret, c'est l'héritage. C'est ça. Pour reprendre leur vocable. Oui. Ouais. Et mais voilà, donc il y a quand même des vraies différences. Oui, sociaux. D'un village à un autre, en fonction de la sociologie de la ville et du village. Mais pour ramener au féminisme, tu voudrais dire, Luna, qu'il n'y a pas de féminisme d'extrême droite? Je suis étonnée. Non, justement, le 8 mars est assez proche quand on enregistre ce podcast et il y a eu énormément de tapage médiatique, en tout cas dans les médias nationaux, sur la présence de Némésis dans les manifestations. Némésis, donc groupuscule d'extrême droite qui ne ramène la question des femmes qu'à la question du grand danger racisé, c'est-à-dire qu'il faut protéger les femmes, mais uniquement des Arabes, et qu'on n'aime pas le patriarcat, mais le patriarcat musulman. Le patriarcat des Gérards, ça va. Donc voilà, c'est un petit résumé un peu personnel. Et justement, je te demandais, est-ce que justement sur des territoires qui sont passés parfois à 70% RN, est-ce qu'il peut y avoir, se former ce genre de pensée dite féministe, mais d'extrême droite? Ou alors, est-ce que c'est en mode juste, on s'en fout, pas tradwife, parce que c'est une trend, mais est-ce que c'est, vas-y, nous les femmes, on n'est pas légales, on est complémentaires, enfin voilà, est-ce que... Oui, je pense qu'il n'y a pas de collectif qui s'est monté officiellement pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de collectif à proprement parler qui s'est monté, en tout cas pas à ma connaissance et aujourd'hui. Elles se sont pas manifestées vers moi. Elles sont pas venues voir. Elles sont pas venues à moi, donc recruter. M'étonne. Mais en tout cas, il y a un discours quand même qui n'est pas féministe à proprement parler, et où on va relativiser ces questions d'égalité, on va relativiser et on va dire oui, mais c'est vrai que on peut parler de féminisme, mais sur la question salariale. Okay. Donc ça on a le droit d'en parler. C'est honnête, ça, voilà, on a le droit. Sujet. Ouais. Ouais. Mais ça se limite quand même après à... Qui est un des points d'entrée dans le féminisme, en fait. Quand tu découvres le féminisme, le point d'entrée quand même principal, c'est la question économique, la question de l'égalité de salaire qui saute aux yeux. Et il n'y a quand même pas énormément de gens qui vont dire c'est tout à fait normal. Enfin voilà, rares quand même sont ceux qui annoncent ça. Mais après, en effet, pour rentrer dans des sujets plus de détails, dits de détails, mais rien n'est un détail, mais je me perds un peu, c'est pas clair ce que je veux dire. Non, mais disons que pour accéder à d'autres sujets, effectivement, il faut qu'il y ait un panel de connaissances à dispo et un panel d'exemples aussi, tu vois, de modèles, de role model. Donc, mais sur les sujets, par exemple, moi, je m'étais imaginé, est-ce qu'il y a un vrai sujet sur la mobilité aussi, sur l'accès au mode de garde, sur l'accès au droit à l'IVG, voilà, est-ce que j'imagine que tout ça se corse aussi un peu, c'est-à-dire si tu veux faire une IVG, où est-ce que tu vas? Est-ce que c'est encore plus la galère? Et puis, tu as peut-être encore plus d'options de rencontrer des gens qui vont dire quand même un petit bébé. Et voilà, tous ces sujets-là, est-ce que ils sont un peu différents, tu vois, sur du fait des territoires? Putain, je parle vraiment comme une meuf de Sciences Po. J'ai envie de me foutre des claques, les territoires. Est-ce qu'en région, est-ce qu'en région, Luna, la question, voilà, est-ce que c'est des questions un peu différentes, voilà, sur accès aux soins, mode de garde, mobilité, formation, voilà, qui sont des putains de nerfs de la guerre, quoi. Est-ce que c'est plus compliqué et est-ce que c'est vraiment sur ces sujets-là aussi? Là, il y a vraiment beaucoup de sujets, effectivement. Là, tout ce que tu as listé, je pense que c'est des sujets. Donc déjà, la formation, c'est un sujet parce que on peut étudier dans les milieux périurbains, mais dans les milieux ruraux, mais quand même, l'accès à la connaissance est plus difficile. Enfin, on n'a pas d'université, ou on a quelques antennes d'université à donner, mais c'est tout. Enfin, honnêtement, c'est quand même... C'est partir. Voilà, on n'a pas le choix que d'aller à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble... Par exemple, moi, je n'ai pas fait figure d'exception et je suis allée étudier à Lyon. Voilà. Et je pense que ça, déjà, c'est un vrai enjeu. Et déjà, il faut avoir peut-être aussi un milieu familial qui favorise l'envie de faire des études. Parce que sinon, on ne va pas forcément y aller comme ça, spontanément, intuitivement.
Alors qu'on est peut-être parfois dans des vases un peu clos, socialement parlant, etc. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est un premier gros frein, la formation, je pense, à l'émancipation ou au choix, en tout cas. Un choix. Oui. C'est clair. Ouais. Et après, tout ce qui est garde d'enfants, effectivement, j'avais pris des chiffres parce que je les trouvais assez parlants. Et en fait, il n'y a que, en milieu rural, 8 places à moins de 15 minutes sur 100 enfants pour la garde d'enfants, alors qu'il y en a 26 en milieu urbain. Ah ouais. Déjà, en milieu urbain, t'as l'impression presque de te 3 fois, battre. quoi. Ah ouais, c'est une folie. C'est une folie. Et donc, c'est forcément des temps partiels, c'est forcément... Forcément. Ouais. Et pour aller, par exemple, chez un médecin, pour aller voir un pédiatre, il faut au moins 25 minutes de trajet pour des parents qui sont en milieu ruraux, alors qu'il faut 7 minutes pour des parents qui sont en milieu rural. Non, en milieu urbain. En milieu urbain, ouais. Pardon. Ouais. Mais ouais, non, ça, c'est... Oui, ouais, c'est... En fait, oui. Enfin, disons que là-dedans, on peut rétorquer, oui, mais alors c'est un choix, c'est la qualité de vie, c'est l'espace, c'est machin. Mais c'est... En fait, est-ce que toi aussi, tu as l'impression que ça se déserte... Comment on dit ? C'est plus désert qu'avant. Alors voilà, non, mais c'est vrai, parce que par rapport au service public, par exemple. Ouais. Donc pareil, ça, je me suis un peu intéressée aux statistiques aussi, parce que donc, je regardais la Fondation Jean Jaurès, les chiffres qu'elle avait publiés, et là-dessus, elle disait qu'il y avait 86% des femmes en ruralité qui se déclaraient être les principales personnes à gérer les tâches administratives au sein du foyer. Donc 91% d'entre elles disaient s'occuper des services publics, se rendre dans les services publics. Mmh. Donc en fait, elles vont être les premières à se rendre compte et à subir le fait que les services publics périclitent. Ouais. Et ça, c'est dur parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les services publics, comme les commerces, au final, c'est quand même, c'est des horaires réduits en milieu rural. Donc par exemple, hier, je suis allée à la banque, à la caisse d'épargne, dans mon petit village de Satilleux, 500 habitants à peu près. Et ben, la banque, elle est ouverte de 9h à midi. Et l'après-midi, je peux avoir un rendez-vous, mais c'est tout, quoi. Mmh. Ouais, en fait, tout est orga qui a... en fait... Il y a beaucoup, beaucoup de pans de vie quotidienne qui impliquent en fait que tu sois quasi en dispo, quoi. Enfin, mais c'est ça. Donc mais il faut avoir je pense qu'il faut avoir une vie occupée à côté dans son jardin, il faut avoir de quoi faire dans sa maison, une vie intérieure, parce que... Mais même au-delà, parce que ça encore... Oui, mais ça concerne aussi, pour le coup, les hommes. Simplement, les femmes sont beaucoup plus en charge, comme tu le dis, des tâches administratives, voilà. Mais c'est... Et puis même partout, au global, dans les statistiques françaises, sur l'aspect on dit c'est mieux les tâches ménagères, c'est réparti. Non, les femmes font 1h30 de plus par semaine, par jour. Excusez-moi. Non, mais c'est ça. Donc voilà. Mais c'est donc oui, tout ça en fait, c'est évidemment personne n'est obligé d'avoir envie de travailler à 100% et je sais pas quoi. Mais il n'empêche que là, c'est quand même de moins en moins de moyens et de possibilités de le faire. Et dans les faits, c'est quand même la nana qui va aller se foutre en dispo ou se foutre en temps partiel. Ah, mais clairement, il y a vraiment beaucoup plus de temps partiel dans les milieux ruraux. Ouais. Statistiquement, ça, c'est pareil. La Fondation Jean Jaurès, elle disait qu'il y avait 65% des femmes qui, en milieu rural, étaient obligées, se sentaient en tout cas obligées d'avoir recours à un temps partiel pour pouvoir gérer les autres tâches domestiques et administratives, etc. Ouais. Et tu parlais au tout début, et je vais revenir là-dessus, du sujet des violences que toi, tu suis. Moi, le jour, je suis allée voir un film qui traite de l'homophobie, qui s'appelle La Pampa. Et en fait, je me suis retrouvée un peu conne devant ce film. Je vous pitch, c'est une histoire adolescente, d'amitié, et puis avec sur fond d'homophobie. C'est hyper bien, mais donc ça se passe, je ne sais plus, vers Angers, mais vraiment dans la campagne à circuler. Et en fait, il y a une violence de l'homophobie du père, une violence de l'homophobie des copains de lycée. Et moi, ça m'a un peu sorti du film. Je me suis dit, oh non, c'est plus comme ça maintenant, c'est plus comme ça quand même, ça a changé. Et en fait, mon mec, qui lui est d'origine rurale, m'a dit, mais bien sûr que si. Bien sûr que si, évidemment. T'es pas dans le 10e de Paris, t'es pas machin, t'es pas sur le char de la Gay Pride. En fait, bien sûr que si. Pour le père, c'est un échec. Pour les copains, de voir, parce que c'est une histoire de revenge porn aussi. Donc, il y a des images, de voir. Déjà, savoir, c'est dur, mais alors de voir, c'est affreux. Et est-ce que...
Voilà, et au niveau des, donc ça, c'est sur l'homophobie, mais est-ce que au niveau, donc je te disais tout à l'heure, du sexisme, même au niveau des violences, est-ce que c'est plus patiné, caché? Est-ce que c'est même plus accepté, plus toléré, en vérité? Est-ce que, oui, Roger, il a bu un petit coup, mais enfin, franchement, il travaille dur, c'est dur son métier, et puis elle était quand même de mauvaise humeur, elle avait ses règles, et donc elle peut se prendre un petit pain. Est-ce que tu crois aussi que là, il y a du retard? Alors, bon, je fais attention aux termes parce que du coup, je parle de décalage un peu. Ouais. Excuse-moi. Non, il n'y a pas de souci. On a le droit de Non, mais parce qu'il y a une susceptibilité aussi, une sensibilité. Ouais, c'est clair, je vais pas me faire bien recevoir. Salut, je vais faire du canoë-kayak. Mais non, mais et c'est vrai que je dirais qu'il y a un décalage effectivement. Encore, il y a plus de difficultés en milieu rural par rapport aux violences. C'est plus difficile, notamment pour une femme, de s'extirper d'un couple, de son foyer, de quoi, son déjà. foyer, voilà, là où se manifestent les violences. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est déjà parce que la peur du jugement, ça revient énormément. La peur du jugement, tout se sait, on peut pas parler, qu'est-ce qu'on va dire de moi, j'ai honte. Bon, ça arrive évidemment à n'importe quelle personne qui est victime, mais je pense qu'il y a un degré encore plus élevé quand la personne évolue en milieu rural. Ça, c'est vraiment le poids de la pression sociale qui est très compliqué. Et ça, bon, alors, j'ai eu pas mal de témoignages récemment et il y a quand même des choses qui bougent, et des lignes qui bougent. Et là, aujourd'hui, bon, j'ai eu 2-3 témoignages de femmes victimes de violences en Ardèche, en Nord-Ardèche. Et elles ont été reçues assez rapidement par la gendarmerie. Elles ont trouvé des refuges au CIDFF en premier temps. Elles ont été bien informées, etc. Et elles ont pu, en l'espace de quelques mois, quitter le foyer en urgence, à y avoir un jugement assez rapide. Donc, je pense qu'il y a des évolutions et qu'il y a une prise de conscience, même dans les milieux ruraux. Et c'est vraiment une chose importante parce que là, je pense que ça fait plusieurs mois, même voire quelques années, que la Fédération nationale de solidarité pour les femmes commençait à en parler, faire des interventions. Il y avait des bus Nina et Simone qui a été créé dans le Nord, des initiatives typiquement pour aller récupérer des personnes qui étaient victimes de violences et qui ne pouvaient pas forcément se déplacer jusqu'au lieu où il fallait porter plainte ou un lieu où elles pouvaient être mises en sécurité. Ouais, c'est hyper important, c'est hyper bien. Voilà, ça c'est vraiment un lien entre violence et mobilité. Il y a un très fort enjeu. Ouais. Parce que aussi, en milieu rural, la voiture est super élémentaire. Sauf que quand on est victime de violence, si on ne sait pas forcément conduire parce que on n'est pas forcément indépendante ou autonome, on n'a pas forcément appris au bon moment, on n'a pas le permis, on peut pas. Comment faire quoi ? C'est super difficile. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui commencent à évoluer, à se mettre en place. Et sur la question de l'homophobie, je dirais qu'il y a une régression parce que avec la montée du RN voilà. aussi. Et en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que c'était quelque chose d'assez normal. Alors peut-être que moi, j'ai grandi dans une famille aussi. Il y a des personnes de mon entourage qui sont homosexuelles, et donc moi, j'ai grandi avec ça en milieu rural. Hein, donc j'avais pas l'impression qu'il y avait de sujets tabous, de sujets problématiques, pas du tout. Mais en fait, là, quand je suis revenue, et donc j'avais fait notamment au moment des campagnes législatives, et là, je me suis pris quand même des retours de bâton. Et en fait, j'ai réalisé que mon évolution progressiste, elle s'était déconnectée des personnes de mon entourage ou qui gravitaient de plus ou moins près de moi. Ouais. En fait, ça s'est déconnecté. Et donc, quand je suis revenue, j'ai eu des remarques comme... Ah non mais ce gouvernement de sales petits PD, non mais qui dégage. Ils nous disent de faire des gosses mais ils sont même pas capables d'en pondre eux-mêmes. Cool. Welcome back. C'est vrai que c'est vraiment la vieille blague des années 80 quoi. Donc Michel Leb sort de ses corps. Donc c'est quand même là cette remarque, je me suis dit mais en fait alors moi j'y vais plutôt franco et je dis mais ça me fait mal en fait.
c'est aussi des personnes de ma famille qui sont insultées quand tu dis des choses comme ça. Enfin, ça, c'est violent. Et ça, pour le coup, il y a une... Alors là, la porosité, le réseau social et la réalité est proche, quoi. C'est, voilà. Autant les idées d'empowerment, terme un peu la con, mais les modèles d'émancipation, la matière de connaissances, de ressources qu'on peut trouver aussi sur les réseaux, parce qu'il y a aussi des choses formidables. Autant tout ça est super, mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, tu sors de chez toi, tu le retrouves pas dans la rue. Autant ça, je pense que sur le côté réactionnaire, homophobe et haineux, globalement, ça se retrouve aussi bien dans la rue. Ouais. Ouais. Attends, on va essayer de rester sur un truc positif. On va pas se laisser là-dessus. J'aimais beaucoup ce bus Nina et Simone. Ah oui. Je veux pas que... Non, mais attends, parce qu'il y a ça aussi, c'est pour le moral des troupes. Oui. Il est quand même assez important. Toi, tu as fait la campagne. Oui. C'était 15 jours, 3 semaines, un truc de ouf, où finalement, en allant chercher les gens les uns après les autres, ça a fait quelque chose. Moi, je me dis, dans les 2 ans qui viennent, si on se dit c'est foutu, c'est baisé, c'est mort, ouais, c'est mort en fait. Donc, essayons. Attends, est-ce qu'on a un truc positif ? Petit temps de réflexion. Alors, oui. Est-ce que un petit mot de la fin un peu positif de... Je pense que oui, parce que je pense qu'on clairement il y a plein de choses positives et je pense qu'il y a le livre par exemple de Juliette Rousseau, Pecknode, hyper positif sur comment elle a vécu son féminisme dans la ruralité, comment en fait son territoire lui a renvoyé ce féminisme-là, de quelle manière, et certes il a une forme spéciale, particulière. Mais c'est son féminisme à elle, et je pense qu'elle incarne un féminisme qui peut se rapprocher d'un féminisme rural, dit rural, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, je trouve que c'est très parlant. Et il y a aussi Charline Van Beek qui a écrit Vers de nouvelles ruralités. Et donc, c'est lié, en fait, l'architecture, l'habitat, le féminisme. Et comment est-ce que par l'habitat et par l'urbanisme, on peut se réapproprier, justement, nos territoires, nos espaces, nos habitations, et comment ça peut être source d'autonomisation et source d'émancipation. Et donc moi, je pense que c'est ça qui est positif, c'est qu'en fait, on a toutes les clés. Et parce que, voilà, certes, on n'aura pas toutes les sollicitations qu'on a en ville, on n'aura jamais ce niveau d'interaction. Oui, mais notre force, c'est peut-être pas justement là-dedans. C'est dans réinventer notre habitat et réinventer nos ruralités, nos territoires. Et la proximité. Ramener plus proche la connaissance, le dialogue, la rencontre, le collectif. Et que le jugement ne soit pas quelque chose de malsain et destructeur, mais qu'au contraire, le fait d'être ensemble, on se sent solidaire, on peut construire des choses ensemble, on est des bâtisseurs finalement, on reste de la même espèce humaine. Et voilà, il y a plein de choses à construire. Votez Luna Mouré. Pour la prochaine législative. Je vous recommande. Merci trop. Merci beaucoup. C'est hyper riche d'enseignement. C'était désolé pour les retards à chaque fois. Mais merci à toi. C'était hyper intéressant. Je mettrai les 2 refs aussi sur Instagram. Oui. Merci, camarade. Merci à toi. C'était super. De toute façon, je suis nulle en canoë-kayak, donc je viendrai faire autre chose. On t'entraînera. Je viendrai faire autre chose en Ardèche. Oui. Salut, petits amis. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.